Comment asseoir ta légitimité de manager quand tu débarques dans une équipe en plein Covid? Je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, en entendant l'introduction musicale, tu as dû avoir l'impression d'un voyage dans le passé si tu connais Outils du Manager depuis longtemps. Eh bien, pour comprendre pourquoi j'ai utilisé l'ancienne musique d'introduction d'Outils du Manager, eh bien, il va falloir que tu écoutes l'interview qui suit et tu auras l'explication. Aujourd'hui, on reçoit Florian Pardon, un membre de la communauté. Avec lui, on va évoquer ce qu'il faut faire les 90 premiers jours de prise de poste. On va voir comment il a utilisé la crise du Covid pour mettre en place son système de management. Il va nous expliquer comment asseoir immédiatement ta légitimité de manager, même si tu n'es pas reconnu et même si tu n'as pas d'expérience. On va voir pourquoi les 1 à 1 développent l'autonomie et que c'est le contraire du micromanagement. On va parler de disques. Il va aussi m'interroger. On va parler de quelques astuces sur les journaux électroniques. Et on va parler de diverses formations. Le manager essentiel, le chef de projet relationnel, le système d'organisation réaliste, le système de progression réaliste et les tableaux de bord dynamiques. Bref, c'est une longue conversation que j'ai eue avec Florian et que je te propose de découvrir maintenant. Bonjour Florian. Bonjour Cédric. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Très très bien. Je crois que tu es en Savoie, si j'ai bien compris. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Attention. Ah d'accord. C'est comme le Nord et le Pas-de-Calais, on fait des différences. Non. Tout va bien. Je suis dans les montagnes à Thônes. Bon, très très bien. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter puis nous dire un petit peu quelle est ton activité professionnelle, enfin tout ce qui peut nous permettre un petit peu de savoir qui tu es. Alors, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite et je travaille en Haute-Savoie au sein d'une entreprise, Navic, qui réalise des casiers et des aménagements de vestiaires. Et des casiers avec des serrures intelligentes, disons. C'est que ça veut dire intelligente? Ça signifie que tu as des solutions électroniques pour tu peux marier l'ouverture de ton casier avec le contrôle d'accès, et c'est quelque chose qui est très utile, notamment pour tout ce qui est piscine municipale. Ah oui, d'accord. Sans pratique. Voilà. Okay. D'ailleurs, on vient de réaliser un beau projet vers chez toi à Boulogne-sur-Mer. Ah ouais, d'accord. Magnifique. Bon. Voilà. Faudra que j'aille voir. Et j'ai la chance de travailler dans cette entreprise en tant que directeur opérationnel. Ouais. Et je manage. Alors, en direct, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes. Mm-hmm. Et au global, mes équipes, vu qu'on travaille sur chantier, donc avec de la pause, on a beaucoup de fluctuations. Et donc, mon équipe, elle varie entre 25 et 40 personnes. D'accord, ok. De la charge. D'accord. Donc, tu as des personnes permanentes et puis après, en mode projet, tu as des prestataires qui viennent s'ajouter. Exactement. Mm-hmm. Exactement. Et j'ai eu la chance d'intégrer cette entreprise début mars 2020. Ah oui. Le 2 mars pour être exact, d'avoir bénéficié de 15 jours d'intégration avant la guerre. Ah ouais. C'est un peu compliqué ça. Voilà. J'ai découvert tes podcasts en 2019. Mm-hmm. En 2019, à l'époque, tu répondais à des questions d'auditeurs. Le premier, je crois que c'était sur le 1 à 1. Ouais. Et ensuite, tu avais eu un autre sur le feedback. Ouais. Et cela m'avait beaucoup intrigué. Et D'accord. c'est surtout le deuxième sur le feedback où je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose. Ça a l'air intéressant. Et il faut que je gratte plus, mais comme par la suite tu expliquais bien, attention, reprenez depuis le départ pour les personnes qui n'ont pas écouté tous les podcasts, eh bien c'est ce que j'ai fait. D'accord. C'est ce que j'ai fait, et donc depuis octobre 2019, j'ai tout réécouté. D'accord. Bon. Alors non pas en tendant le gazon comme toi, en bricolant, en voiture, et je les ai tous réécoutés, et c'est ce qui j'ai pu mettre en place cela dès ma prise de poste. D'accord.
Oui, en fait, avant, c'est vrai que je fais plus beaucoup ça. Avant, en fait, j'avais pas mal de questions par mail et sur le site, et je faisais des podcasts spéciaux où je reprenais chaque question et je répondais à chaque question. Aujourd'hui, ça se fait de manière différente, hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est plus sur le forum. On a un forum qui sert à ça. Et donc, vous pouvez poser vos questions sur le forum d'outils du manager. Et j'y réponds. Alors, évidemment, je réponds en priorité aux personnes qui ont pris des formations dans le forum privé des formations, mais voilà, il m'arrive fréquemment dans le forum général. Et puis on a aussi plein de managers sympas qui connaissent bien l'outil du manager et qui sont capables de donner des réponses tout à fait intelligentes et surtout qui font bénéficier les autres de leur expérience. Donc ça se fait plus sur le forum désormais. Tout à fait. Et donc j'ai vu que tu avais acheté des formations aussi sur le catalogue. Oui, la première, j'en ai acheté deux. Ouais. La première que j'ai achetée, c'est TBD. Tableau de bord dynamique. Voilà, j'aime bien les petits acronymes que tu utilises. Ah bon. Celle-ci, je l'ai terminée, celle-ci, ainsi que la SOR aussi, système d'organisation réaliste, que j'ai acquise plutôt fin novembre. La deuxième. Oui, tableau de bord dynamique que j'ai vraiment apprécié. D'accord. Tu nous diras pourquoi, peut-être un peu plus tard. Peut-être, ok. Ok. Et en fait, peut-être... alors, quand je t'ai demandé de quoi tu voulais parler, tu m'as dit que tu voulais parler des 90 premiers jours du manager. Du management à distance, je m'en doute, puisque tu as été un peu concerné par les deux en même temps, en fait. Les outils fondamentaux et des formations. Donc, on va parler de ça, sans problème. Ce qui m'intéresserait de savoir, en fait, je commence souvent par ça, c'est ce qui t'a amené, en fait, à arriver chez Outils de Manager. C'est-à-dire que je suppose que tu es tombé sur le podcast parce que il y avait quelque chose que tu n'arrivais pas à résoudre. Et j'aime bien partir de ça, en fait, pour savoir de où tu viens et vers quoi tu vas. Alors, c'est un peu fortuit, parce que à l'époque, je n'écoutais pas de podcast. D'accord. Et c'est pendant les vacances avec des copains, où, comme dans mon précédent poste, je faisais beaucoup de voitures. Je roulais beaucoup, et on parlait, ceux qui étaient à Paris et qui dans le métro pouvaient lire des livres ou écouter des livres audio, et puis ils m'ont dit, pourquoi tu n'écoutes pas des podcasts? Et j'ai dit, oui, tiens, pourquoi pas. Et je suis allé sur Google Podcast, j'ai tapé management, je me rappelle plus exactement ce que j'ai tapé. Et puis là, paf, je remarquais outils du manager. Je dis, bon, essayons. Et c'est là que je t'ai découvert et que j'ai surtout le fait que je sois tombé sur ces deux podcasts, là, sur le 1 à 1 et sur le feedback, où il y a quelque chose à gratter, là, ça semble être une méthode intéressante. D'accord. En fait, c'est en écoutant que tu as pris conscience d'amélioration qui était possible. C'était pas une démarche au départ pour t'améliorer, en fait. C'était de la curiosité au départ. D'accord. Et de curiosité, c'est venu à aller un peu plus loin, parce que j'ai effectivement l'approche pragmatique, et ça c'est vrai que maintenant que je les ai tous écoutés, il est vrai qu'on garde une cohérence du début à la fin, ouais. Même si maintenant c'est plus la même méthode, c'est plus la même musique d'intro. Alors laquelle tu préfères, toi? Parce que j'ai eu tout le monde a donné son avis et les avis sont très divergents. Oui, j'imagine. Oh, j'ai la petite nostalgie du départ, parce que voilà. Non, mais la musique actuellement est très bien. Bon, d'accord. Et c'est vrai que maintenant, avec les formations que tu mets plus en avant, ton approche est différente que celle des débuts, mais on reste toujours avec quelque chose de très pratico-pratique. Oui, c'est le même univers. Très méthodique. On n'est pas trop sur de sur de la théorie, et ça plaît. Ouais. Enfin, ça accroche. Ouais. Et du coup, je fais beaucoup de pub auprès de mes copains en disant, les gars, faut écouter Outils du Manager, parce que effectivement, ça parle tout de suite. Et quand on en parle entre managers, c'est vrai qu'appliquer ces choses-là, c'est intéressant et c'est applicable du premier coup. D'accord.
Alors peut-être que tu peux nous dire un petit peu justement ce que tu as fait en fait suite aux formations et aux podcasts, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait de concret. Moi, c'est toujours là où je vais, hein. C'est que Bien sûr. évidemment, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement que les gens trouvent ça joli ou qu'ils aiment la musique ou qu'ils trouvent ça intéressant intellectuellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'essayer de mesurer sur le terrain déjà ce qu'ils ont mis en action et puis ensuite les bénéfices qu'ils ont obtenus suite à la mise en action, pour eux, pour leur société, pour leurs collaborateurs. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Alors, dans un premier temps, comme j'avais beaucoup écouté tes podcasts, les formations, je les ai achetées plus tard. Ouais. Donc, ce sera pour après ça. D'accord. J'avais beaucoup écouté tes podcasts et en fait, j'ai attaqué ce nouveau poste de manager donc en mars. D'accord. Et là, il y avait certains podcasts qui avaient retenu mon attention, dont celui les 90 premiers jours du manager ou manager débutant que tu avais fait avec Laurie, là que j'avais bien réécouté. Et je m'étais mis en tête justement de bien appliquer ces choses-là. D'accord. Visiblement, vu que ça marche, et ben on va tenter le coup. D'accord. Dès le départ. Ok. Donc la première chose que j'ai mise en action, alors c'est simple, c'était le 20 mars, mes premiers 1 à 1. D'accord. Je pensais attendre un peu avant de mettre ça en place parce que j'avais bien noté justement dans l'approche d'y aller progressivement, surtout de commencer par s'intégrer avant d'opérer des changements. Les changements sont venus plus vite que prévu et il a fallu changer de braquet. Donc dès le 20 mars, on a mis en place les 1 à 1, donc c'était des 1 à 1 à distance. Oui. Pour les équipes, et ça m'a permis de compléter justement de construire la relation qui démarrait juste. Oui. Alors, tu sais que en fait, moi le confinement et le fait qu'on doit être à distance, j'en ai parlé souvent, on a fait des articles, j'ai fait une formation là-dessus. Pour moi, c'est une opportunité d'améliorer le management. Et quand je dis ça, les gens me disent, bah non, le mieux c'est de se voir, etc. Et moi, je réponds pas forcément. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu dois structurer, mettre en place ton management, le fait d'être à distance n'est pas un frein du tout, voire ça donne des opportunités. Parce qu'en fait, je suppose que quand t'es arrivé, eh bien, l'événement majeur, c'était qu'il allait falloir faire du management à distance. Et donc, ça justifiait que tu mettes en place un système de management. Alors que quand tu es au milieu de tes collaborateurs en permanence, etc., parfois ils comprennent pas très bien pourquoi tu te mets à faire des 1 à 1. Quand on est en distanciel, bah t'as ta raison qui est toute trouvée. Exactement. J'irais même plus loin en ce qui me concerne. Alors, je fais le constat que ce management à distance forcé m'a fait gagner, moi, 6 mois d'intégration dans l'entreprise. 6 mois de management. Et les 6 premiers mois, je les ai gagnés en l'espace de 2 semaines. Avec le recul. C'est marrant. Donc le confinement, c'est assez rare quand même, parce que c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on entend en général, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc le confinement, en fait, ça a accéléré ton intégration. Tout à fait. Parce que, alors, j'arrivais aussi dans une équipe qui avait été, en manque de manager pendant plus de 10 mois auparavant. D'accord. Donc, j'étais très attendu. Et quand il a fallu décider là, le 16 mars après-midi, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Justement, il fallait agir et on a tout de suite mis en place les choses et tout le monde a suivi. Et c'était tellement nouveau que justement, ce qui a marché, c'est que comme j'avais déjà un système avec moi, moi j'étais pas perdu. Oui. Ce système me rassurait moi et du coup je renvoyais l'image auprès de mes collaborateurs de quelqu'un qui il sait déjà à peu près ce qu'il veut faire, ça a l'air bien carré, du coup ça a permis que tout le monde me suive plus facilement. Tout à fait. Ça c'est quelque chose aussi qu'on dit pas suffisamment. Quand tu arrives dans un poste, si tu démontres immédiatement que tu as un système de management, en fait, tu assois ton autorité et ta légitimité surtout, ta légitimité de manager dès le début. Beaucoup plus que si tu dis, bah voilà, je suis machin,
moi j'ai fait ci. Quand tu dis bah voilà, moi voilà comment ça va se passer le management, et tu déroules, et tu dis il va y avoir ça, il va y avoir ça, ça rassure les gens en fait. Oui. Ils se disent bon bah parce qu'il faut savoir que contrairement à toutes les autres professions, un boss, un patron, un manager, il est jugé en 5 minutes par ses clients. Je dis ses clients entre guillemets, c'est-à-dire ses collaborateurs. Et c'est la seule profession. C'est-à-dire qu'un commercial, on va lui laisser du temps et on va comprendre qu'au début, il a du mal parce qu'il doit apprendre le marché. Un comptable, on va comprendre parce que au début, il sait pas forcément, il a pas les relations avec les banques, etc. Par contre, ton nouveau patron rentre dans la pièce, en 5 minutes, tu te dis lui, on va pas s'entendre ou on va s'entendre. Et donc, il faut vraiment pas rater son entrée, quoi. Et pas rater son entrée, ça peut vouloir dire, et moi c'est ce que je conseille, de dire voilà, je vous expliquais moi comment je conçois le management, j'ai un système et voilà le système. Exactement. Je l'ai expliqué à mes collaborateurs. J'ai expliqué en quoi allait consister le 1 à 1. Mmh. Je leur ai tout de suite dit, voilà, le 1 à 1, il y aura 3 parties. La première partie, c'est vous. Je vous écoute. S'il faut que ça dure 29 minutes, où je ne fais que vous écouter, ça durera 29 minutes. Mmh. Le temps maxi, ce sera 30 minutes. Mmh. La deuxième partie, c'est moi qui vous parlerai. Et une troisième partie qu'on ne fera pas tout le temps, et sur laquelle on abordera l'avenir et les solutions. Et ça, ils ont bien compris ce que ça allait amener. Je leur ai pas parlé du feedback tout de suite. Le feedback, je me le suis gardé. J'ai commencé mes premiers feedbacks en juin. C'est l'outil le moins naturel, le feedback. C'est le plus dur, mais c'est le meilleur. Oui, c'est le plus puissant. Encore, t'as pas tout vu, mais mais oui, c'est le plus puissant. Juste une précision que je voudrais donner parce que tu as dit, le 90 premiers jours, on fait rien. C'est vrai que le conseil, mais vous écouterez le podcast, les 90 premiers jours, si on peut, il faut éviter de mettre en action les idées qu'on a, parce qu'en fait, on n'a pas la pleine et entière connaissance de la structure dans laquelle on arrive et de son histoire, etc. Et donc moi, ce que je conseille, c'est toutes les bonnes idées, ou mauvaises d'ailleurs, vous savez pas encore si elles sont bonnes ou si elles sont mauvaises, vous les notez sur un carnet, mais surtout vous les mettez pas en action pendant 90 jours, c'est l'idéal. Évidemment, quelquefois, on est obligé d'agir au bout de 30 jours, mais plus vous pouvez différer vos premières actions, mieux c'est, parce que vous vous rendrez compte au bout de 90 jours que vos bonnes idées que vous aviez au bout de 10 jours, elles sont plus bonnes au bout de 90 jours. Par contre, mettre en place votre système de management, et en l'occurrence les 1 à 1, vous pouvez le faire dès le début. Moi, je parle de changement dans la stratégie, de garder des gens ou de pas les garder, de recruter ou de pas recruter, de réorganiser, etc. Par contre, le système de management, évidemment, on le met en place tout de suite. Et à ce sens-là, j'ai eu de la chance d'avoir des directeurs très réceptifs. Ouais, c'est à négocier ça, avec la direction tout de suite. Tout à fait. Et ils ont tout de suite pris, disant, vas-y, go, fais tes preuves. Et vu que ça a marché, ils ont tout de suite senti qu'il y avait un changement de comportement global au sein de l'équipe. On a gagné en autonomie. J'ai senti que mes collaborateurs gagnaient en liberté. Et on en parlait en 1 à 1. On disait, on met ça en action, vas-y, go. On fait le point la semaine prochaine si ça fonctionne, sur les 3 prochaines semaines. Et cette confiance-là, qui a été mise petit à petit en place, a tout de suite marché. C'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, l'autonomie et la confiance, elle s'acquiert par le management intermédiaire, dont tu es le représentant, et elle s'acquiert parce que justement tu mets des balises, tu mets le 1 à 1, et donc tu sais que l'autonomie, tu peux la donner pendant une semaine, il se passe jamais une chose absolument catastrophique dans la semaine. Et donc à la fois tu réponds aux besoins de contrôle minimal, qui est quand même de savoir ce que les gens font et quels sont leurs résultats, et aux besoins d'autonomie des personnes. Et c'est pour ça, en fait, quelquefois on me dit, attends, voir les gens une fois par semaine pendant une demi-heure, c'est du micromanagement. Pas du tout, ça dépend ce que tu fais pendant la demi-heure. Si pendant la demi-heure tu leur donnes de l'autonomie, tu fais le contraire du micromanagement. Moi j'ai eu plusieurs cas de figure. Alors ma direction m'a laissé faire, et au sein de mes collaborateurs, j'en ai certains qui ont été réceptifs très vite, tout de suite, et
Le 1 à 1, c'est certes on parlait de travail, mais on parlait aussi de choses à côté, et c'était très agréable. Et ça permettait justement de mieux connaître et de mieux pouvoir travailler en équipe derrière, parce que si tu connais mieux les gens, tu sais mieux sur quel point fort t'appuyer. Tout à fait. D'autres, peut-être d'ailleurs plus des profils consciencieux, ont vu ça comme une réunion de plus. Ouais. Et je dis écoute, c'est pas grave, la réunion de plus on l'a fait quand même, ça dure un quart d'heure, ça dure qu'un quart d'heure, mais on s'y tient. Et désormais, après 10 mois de pratique, de temps en temps je reprends mes anciennes notes, et tu vois, on a réussi à faire ça. Et désormais, on voit ça sous un autre angle. On a une nouvelle approche là au niveau de l'administration des ventes. On essaye de créer des nouveaux indicateurs. Ça va venir lorsqu'on parlera du TBD. Et cette analyse-là, si on n'avait pas pris le temps de la décortiquer petit à petit lors des 1 à 1, je ne suis pas sûr qu'on l'aurait fait de cette façon. Donc ça aurait été si fluide. Voilà. Donc en fait, si on regarde les bénéfices que tu as eu tout de suite grâce au 1 à 1, c'est plus de confiance, une possibilité de donner plus d'autonomie à tes collaborateurs. Oui. Et puis tu disais plus de fiabilité. Et en fait, c'est là-dessus que tu appuies ton changement. C'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se connaît, après on devient lisible. C'est-à-dire que je leur ai expliqué le 1 à 1 en quoi il consistait. Je leur ai dit en mai qu'on allait commencer à donner des feedbacks. Je n'ai donné que des feedbacks positifs juin, juillet, août. Et à partir de septembre, là je l'ai pas dit, mais j'ai commencé les négatifs. Donc ça c'est en place, même si j'ai encore beaucoup à m'améliorer là-dessus. Ça c'est le gros élément sur lequel il faut que je travaille encore. Dès le mois de septembre, j'ai pu modifier les réunions d'équipe. Ça, j'ai attendu avant de le faire. Ça, je sais que t'as des podcasts qui sont dédiés sur les réunions d'équipe. Moi, je me suis adapté à une réunion d'équipe qui était déjà existante, qu'ils appelaient une coordine et qui prenait des services un peu différents. Je l'ai conservé et j'ai un peu adapté ton modèle. J'ai beaucoup plus de monde. On est justement une quinzaine généralement dans ce type de réunion-là. Et plutôt que de faire des points, par individu, on fait des points par équipe. D'accord. Et tu fais ça à quelle fréquence, tes réunions d'équipe? Toutes les semaines. Ah ouais, 15 personnes toutes les semaines, et ça dure combien de temps? Ça dure maxi 90 minutes. Ouais. Et là, je vais essayer de la réduire. L'idéal, en fait, c'est de passer en dessous d'une heure, quoi. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. 15 personnes, oui. C'est beaucoup, 15 personnes, en fait. Ouais. Et donc, après, il y a différentes manières de réduire le nombre de personnes. Tu peux scinder, tu peux faire des roulements avec un représentant par service qui, du coup, devient ton relais de communication. Enfin, il y a des choses à faire. Mais par contre, je te rejoins tout à fait sur le fait de pas avoir changé la réunion d'équipe en arrivant. Parce que, en fait, le plus important quand on arrive, c'est d'ancrer la relation, de mettre en place la confiance, et tu l'as fait à travers le 1 à 1. Le feedback, très très bien d'avoir commencé par le positif, parce qu'en fait, le négatif, il sera pas accepté si t'as pas développé la confiance, ou plutôt, il n'aura pas le même effet. À partir du moment, en fait, la confiance, ça sert à quoi? Que ce soit entre un manager et un collaborateur ou entre collègues, ça sert à pouvoir se dire les choses négatives sans qu'il y ait un impact émotionnel trop fort. C'est-à-dire que les bonnes équipes, c'est les équipes qui se confrontent, c'est-à-dire qui disent non mais je suis pas d'accord avec toi, tu fais de cette manière-là, mais sans que ça laisse de traces au niveau affectif. Et ça c'est impossible si on se fait pas confiance. En fait, souvent une équipe qui s'engueule pas entre guillemets, c'est une équipe où il y a pas de confiance. Et du coup, on dit rien, ça se passe en dessous, enfin voilà. Tout à fait. Alors, ils avaient une pratique qu'on a conservée. Le rituel de la réunion hebdomadaire était très ancré. Et ça, on a vraiment conservé. Il y avait un petit rituel que je trouvais sympa, qui était ce qui s'appelle un sur le cœur, c'est-à-dire que... pardon, ça a coupé, j'ai pas entendu. Un quoi? Excuse-moi. Un sur le cœur. Sur le cœur. Ah, sur le cœur, d'accord.
Et comme il n'y avait pas de 1 à 1 auparavant, les équipes pouvaient exprimer quelque chose qu'ils avaient sur le cœur à ce moment-là de la réunion. On commençait par ça. Donc ça, on l'a conservé, même si désormais on les fait par équipe. Mais j'en ai beaucoup moins parce que désormais avec les 1 à 1, les ressentis, je les ai en direct. Bah, en plus, entre guillemets, le petit défaut du sur le cœur en équipe, c'est qu'en fait, une équipe, c'est pas un individu. Une équipe, ça n'existe pas. C'est un assemblage d'individus. Et quand on a quelque chose sur le cœur, c'est en tant qu'individu avant tout. Alors, dans la progression des outils, la délégation, par contre, là, je l'ai mise en place plus tôt. Je l'ai mise juin, juillet, j'ai commencé la délégation, même si j'étais pas encore tout à fait au point sur les feedbacks. Mais j'ai récupéré le travail, la moitié du travail de 3 personnes différentes. Donc, n'arrivant pas à faire du 150% tout le temps, il fallait que je délègue plus rapidement que ce qu'il fallait, si on suit vraiment la méthode. Mais c'est pas grave, faut y aller et après on s'améliore. Tout à fait. En fait, la délégation, elle est beaucoup plus facile à mettre en place quand tu as mis les autres outils. Et là, on parle de grosse délégation. C'est pas de la prise d'autonomie, c'est vraiment de la délégation, c'est-à-dire des pans entiers d'une fonction qu'on délègue. Justement, oui, c'était de la délégation simple. D'accord. De l'affectation, ça peut être de l'affectation de tâches, ça c'est autre chose. Et donc ça, c'est sur la partie management, on va dire. Ensuite, sur la partie organisation personnelle. Alors, ça c'est vraiment le pilier de tout le reste. Il y a plusieurs approches. C'est un triptyque au final, si je résume la méthode, sur la partie management pure, sur la partie organisation personnelle et sur la partie communication avec le disque. Il faut arriver à être sur ces 3 choses-là pour que tout soit au top. Et justement, ouais, l'organisation personnelle. Alors le confinement m'a un peu aidé. Je me suis dit, allez, faut que je m'y mette. C'est parti. Donc j'ai vraiment mis en place les choses. Alors au début, j'avais bien écouté tes podcasts de 2012, si je me trompe pas. Là, tu me poses une colle, mais probablement. Et là, j'ai appliqué. J'ai appliqué la routine du lundi que je faisais le vendredi. J'ai appliqué les routines, j'ai appliqué les mails. J'ai tout appliqué pour moi. Et ça, j'en ai beaucoup parlé avec mes collaborateurs. C'est des choses que j'ai présenté en réunion d'équipe. On a reparlé de la gestion des mails, notamment, parce que c'est vraiment un truc où beaucoup de gens sont en difficulté là-dessus. Parce que c'est le premier sujet de la formation système d'organisation réaliste. La première chose qu'on prend, c'est les mails. Pas parce que c'est logique, c'est juste parce que c'est le premier truc qui débloque le reste, en fait. Et ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que l'un des syndromes que j'ai trouvé en arrivant dans les équipes, c'était le syndrome du surmenage général. Le comportement, j'ai pas le temps, je suis débordé, je suis sous l'eau. Et cet élément-là, qui était quelque chose qui était global au sein de mes équipes, c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment qu'on travaille parce que en réalité, non, on n'était pas sous l'eau. Et d'ailleurs, actuellement, on va même plus loin parce que j'ai la chance que mon entreprise fait partie d'un groupe et on a initié une démarche Lean au sein de mes équipes. Et je suis très 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 content et j'ai beaucoup de chance de pouvoir bénéficier d'une telle démarche et justement on va essayer de fluidifier tous ces flux justement tuer la non-valeur ajoutée et ne faire que ce qui doit être fait. Ah ouais, bah là tu prêches un convaincu, hein. Tu sais que j'ai recommencé avec Laurie, on a commencé à faire des formations, des mini-formations sur des outils Lean. Bon, on le fait à la manière outil du manager, c'est-à-dire qu'on part pas du système général, on propose des outils, parce que moi je crois plus en ça, c'est-à-dire tu découvres un premier outil et boum, ça te résout un premier problème, du coup tu as envie de prendre un autre outil et à la fin c'est toi qui constitues ton propre système. C'est pas forcément l'approche qu'on a dans un groupe ou quand c'est une société extérieure qui vient dans l'entreprise. Moi je m'adresse avant tout au manager, à l'individu en fait.
Et donc SOR, enfin système d'organisation réaliste, toi tu t'es structuré et ensuite tu as partagé à tes collaborateurs. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la formation, c'est le mode stratège. Et ça m'a bien sensibilisé, et le triptyque stratège, manager, exécutant, ça m'a fait repenser, revoir un peu ma façon de voir les choses. Et désormais, je me suis reposé des questions sur quels sont mes vrais objectifs, et à me débrouiller pour mettre dans mon agenda des moments de sprint pour travailler là-dessus, parce que c'est les vraies choses qu'il faut que je fasse. Ouais. Je me suis réorganisé là-dessus. Mm-hmm. Maintenant, moi, dans cette formation-là, ce qui m'a manqué, si je peux me permettre, t'avais pas évoqué tout ce qui était organisation, le bureau, être le plus épuré possible. Ça, vous en parliez dans les podcasts. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je sensibilise beaucoup mes équipes. Et j'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de lien entre la méthode GTD telle qu'elle se fait. Alors, tu as parlé un peu des contextes sur la fin, mais peut-être un peu plus de lien sur ces choses-là pour qu'on voie un peu les choses qui peuvent être apprendre un peu des deux. Même si... Alors oui, comment organiser son bureau, je le note parce que ça peut être éventuellement quelque chose qu'on ajoute à la formation en upgrade, pourquoi pas. Ouais. Toi, tu utilises beaucoup la suite Google, donc c'est vrai qu'après tous les outils de prise de notes, Evernote, Keep, c'est vrai que la méthode GTD où je pense à quelque chose, bon, j'ai pas le temps, je le marque tout de suite et puis je le mets dans mon inbox. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ouais. Ben moi, je le fais aussi en fait. Soit je m'envoie un mail, tout simplement, parce que en fait, comme forcément dans la journée, à un moment, je vais faire mon inbox 0, comme on apprend dans la formation. Ben l'idée, elle est attrapée dans les mails, puisque c'est quelque chose. Évidemment, faut avoir suivi la formation, parce que si ça reste dans les mails et qu'on en a 500, ça sert pas à grand chose. Et puis je note aussi, j'utilise Evernote aussi. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais, c'est un produit que j'utilise. Ça c'est dans les podcasts de Mathieu Desroches que je me suis mis à utiliser Evernote. D'accord. Et petite chose aussi, tu fais un podcast exprès sur comment bien travailler avec son assistant ou assistante. Oui. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui serait aussi à mélanger avec le système d'organisation réaliste. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des assistantes formidables. Et je leur ai partagé mon agenda, je leur ai donné l'accès à ces choses-là, et on essaye de travailler de la manière la plus fluide possible entre nous. D'accord. Tiens, c'est intéressant. Ça c'est compliqué. En fait, je l'ai pas repris dans la formation parce qu'il y a vraiment un frein par rapport à ça que j'ai souvent rencontré, donc je l'ai un peu laissé de côté. D'accord. J'ai préféré accentuer sur s'organiser soi-même justement pour pas avoir besoin d'assistant ou d'assistante. Même si, tu peux avoir le meilleur système d'organisation du monde, si tu as un bon assistant, une bonne assistante, ça vaut bien plus. Tout à fait. Voilà, alors ensuite, justement, je te parlais de Mathieu Desroches, qui avait fait un podcast il y a pas longtemps sur justement quand on est productif, à faire attention. Donc, nous, la gestion, c'est d'avoir le temps, d'organiser son temps, d'arriver à être concentré à ce moment-là et d'avoir l'énergie qu'il faut à ce moment-là, et donc arriver à maximiser tout ça pour être le plus productif possible. Et même si tu en as parlé plusieurs fois au sein des podcasts, ces éléments-là, c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'avoir le plus en tête. Dans la formation, le manager essentiel, je crois que c'est dans celle-là. J'ai fait toute une partie sur les chronotypes, justement. D'accord. Parce que c'est un outil qui est intéressant aussi, c'est de savoir à quel moment dans ta journée t'es plutôt quel est le moment dans ta journée qui est plutôt favorable à la communication, quel est le moment dans ta journée qui est plus favorable à la réflexion, à la créativité, etc., etc. Parce que du coup, ça peut te permettre de positionner tes routines en fait en adéquation avec ton chronotype. C'est-à-dire, moi je sais que je vais avoir plus de facilité, par exemple le matin,
à écrire mes mails quotidiens. Ce sera plus facile. Et j'ai à nouveau un moment comme ça un peu plus tard dans la journée. Enfin bref, effectivement, ça peut être très utile de te créer ta journée idéale, en fait. Oui. Après, tu peux pas toujours la respecter, évidemment, parce que sinon tu deviens rigide et tu peux plus t'adapter. Mais savoir quelle est ta journée idéale, c'est très précieux. Et le top, c'est de savoir aussi quelle est la journée idéale de tes collaborateurs, parce que ça peut expliquer certaines différences de comportement dans la journée. Tout à fait. Je ne suis pas encore là avec les collaborateurs, mais oui, c'est quelque chose sur lequel il faut arriver à être sensible. Tout à fait. Et après, tu utilises aussi le disque. Oui. Parce que tu te disais, toi, tu voyais un triptyque management, organisation perso, et le troisième, c'est la communication, donc je suppose que tu parles du disque. Tout à fait. Alors, le disque, du coup, au départ, comme j'ai eu beaucoup de management à distance avec mes équipes, ça n'a pas été évident de dire celui-ci, il est consciencieux, il est stable. J'ai plus de mal au départ. J'ai mis un peu plus de temps pour même si... Pourtant, enfin, on pourrait en parler. D'accord. Ça, parce que... Et ça, tu vois, typiquement, ça c'est à mettre dans le management à distance. Moi, je vois avec le recul, le premier confinement. Comme on n'était pas tout à fait préparé à ça, j'ai peut-être été un peu maladroit sur certains au départ. J'ai pas systématiquement appelé mes collaborateurs qui étaient en télétravail tous les jours. On a essayé de maintenir des rituels, mais il y a des choses que j'ai pas bien faites. Et la deuxième fois, au second round, je me suis un peu amélioré et on a mis en place un point quotidien pour les personnes qui étaient en télétravail. Et ça, je le faisais le matin. Et du coup, c'est là où le disque est intéressant, parce que je ne m'exprime pas ou je n'aborde pas ce point de la même façon en fonction des personnes à qui je parle. C'est pour ça que j'appelle le disque, c'est le 5e outil secret du manager, parce que pour moi, il y a 4 outils fondamentaux, tu le sais, le 1-1, le feedback, la délégation et le coaching. Mais en fait, le disque, c'est celui qui va permettre de rendre encore plus efficace chacun des outils. Et effectivement, ton feedback, par exemple, tu vas pas le faire de la même manière à quelqu'un qui est de tempérament, de profil influent, et quelqu'un qui est de profil consciencieux. Oui. Tu peux même complètement louper ta cible si tu mélanges si tu fais un feedback de consciencieux à un influent, il y a de grandes chances que ton feedback il tombe un petit peu à côté de la plaque. Alors, peut-être sur le feedback, ça je fais un peu moins attention sur le feedback. Pourtant. Peut-être que j'ai quelque chose à améliorer là-dessus. Oui, c'est là où les formations sont intéressantes aussi, c'est que ça permet de vraiment pousser l'outil. C'est plus effectivement quand je suis en 1-1 ou dans ce point quotidien. Alors pour le point quotidien, je me suis beaucoup inspiré de la méthodologie Scrum que tu avais développée sur un des podcasts. Et cette petite réunion du matin où on pose à chacun 3 questions, qu'est-ce que tu as fait la veille, tes objectifs de la journée et où est-ce que tu as des points bloquants. Et systématiquement, j'ai fait ça avec chacune des personnes en télétravail. Tous les jours. Et alors au début, j'avais dit à chacun on va essayer de faire un point qui dure entre 5 et 10 minutes par personne, parce que sinon après ça déborde un peu sur ma matinée, mais avec certaines personnes je ne peux pas faire 10 minutes. Il faut peut-être aussi que je commence par quelqu'un de profil S, on va commencer par savoir comment ça va, la personne aussi me demande à moi comment ça va, on parle un peu global, un peu de l'équipe, pour ensuite aborder les choses. Et si je fais pas ça, voilà. Alors, clairement, autant ne pas appeler, parce que sinon, je ressortirai quelque chose qui ne sera pas qualitatif derrière. Ouais. Et en plus, toi, je pense que, en fait, t'es souvent en mode projet, toi, hein, c'est ce que tu as dit au début du podcast. Et mêler le mode projet avec le disque, c'est ce qu'on fait dans la formation le chef de projet relationnel, c'est vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, par exemple, la notion de délai, en fait, dans un projet, qu'est-ce qui est important? Tu as 2 critères, enfin tu as 3 critères. Tu as le budget, le délai
et la qualité du rendu final. Et en fait, on se rend compte que la notion de délai, par exemple, elle est totalement appréhendée d'une manière différente selon le profil de la personne. Et la notion de qualité, c'est pareil. Et donc, toi, par exemple, si tu as un profil D, ce que tu vas dire à tes équipes, mais tu vas pas leur dire, en fait, c'est implicite. Donc, comme c'est implicite, tu leur dis pas. Tu vas dire, pour moi, le plus important, c'est le délai. La qualité, si c'est un peu moins bien, tant pis. Ce qu'il faut, c'est rendre à temps. Et puis, on fera les détails après. Et si en face et si tu dis, donc voilà, le délai du projet, c'est un tel, un C qui est en face de toi, lui comprend le contraire. C'est-à-dire que lui, il va dire, quand il me dit ce délai-là, en fait, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ce soit fait exactement comme le client demande, à la virgule près. Et donc, lui, tu vas toujours avoir l'impression qu'il est en retard. Et lui, il va toujours avoir l'impression que tu lui donnes des délais impossibles à réaliser. Tu vois? Donc, marier les deux, c'est vraiment important. Et pas seulement sur comment je vais m'exprimer avec lui, mais même sur des notions très concrètes, en fait, de gestion de projet. Et en plus, quand tu deviens vraiment bon dans le disque, t'es capable, même avec un prestataire extérieur, en quelques minutes, quand il commence à te parler, de te dire, lui, c'est tel profil, donc va falloir que je fasse attention à ça, à ça, à ça. Et en fait, ça te prend plus que 5 minutes. Donc même avec quelqu'un que tu connais pas. Ça, c'est la puissance du disque. Mais évidemment, là, on est dans un niveau, c'est pas avec un podcast que je peux te donner le principe, mais la manière de faire, c'est plus compliqué. Et puis, il faut pratiquer, en fait. Là, tu touches encore un cœur, là, la pratique, parce que moi, je me considère encore comme manager débutant. Quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, là, j'aurais pu améliorer ça, faut que sur les prochaines semaines, j'essaye de changer ça. C'est la courbe d'apprentissage. Ouais. Et ça, faut toujours arriver à se retourner et à dire, j'ai parcouru tel chemin, mais il me reste encore ça à faire. Tout à fait, ouais. Mettre en place, ça aide beaucoup. Quand t'appliques, tu apprends. Ouais, tout à fait. Après, il faut appliquer les bonnes choses. Sinon, là, on n'apprend pas. Faut pas bien appliquer à l'aveugle, on est bien d'accord. Alors, juste reprendre. Donc, là, on a vu les outils essentiels. Donc, toi, tu avais dit 3 piliers. Donc, les outils essentiels, c'est le management. SOR, c'est l'organisation personnelle. On vient de parler de la communication, c'est le disque. Et tu voulais parler, alors pour moi, c'est un autre pilier, en fait. Tu voulais parler des tableaux de bord. Ouais. En fait, pourquoi je mets un autre pilier? En fait, moi, ce que j'ajoute comme 4e pilier à ce qu'on vient de dire, peut-être toi, tu l'intègres dans le management, mais moi, j'en fais quelque chose à part. C'est la prise de décision et l'exécution. Pour moi, c'est le 4e pilier. Et puisqu'en fait la partie management, c'est plus sur la confiance, l'autonomie, le développement des personnes, etc. Et tu as pris la formation tableau de bord dynamique et tu voulais en parler. Et pour moi, tu vois, ça c'est ton 4e pilier, en fait. Ouais, on fait une cathédrale là désormais. Et voilà. On a les 4 piliers, c'est bon. Il y a alors, mes collaborateurs se moquent tous un peu de moi. J'aime bien les chiffres. D'accord. Oh, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Je pense qu'on partage ça, si j'ai bien tout compris. Ouais. Et c'est quelque chose que, qui n'était pas un comportement d'entreprise. Peu de personnes en fait maniaient bien les chiffres, regardaient la qualité. Le principal c'était que le chantier soit bien terminé. Et pour autant, moi, je manquais cette approche indicateur bien fiable. Et quand tu as sorti ta formation tableau de bord dynamique, sachant qu'en plus à ce moment-là, il fallait que je recrée des tableaux de bord pour l'entreprise, j'ai dit banco. Tu tombais pas, mieux. J'ai beaucoup apprécié l'approche. Qui est vraiment différente de ce que tu fais habituellement dans les podcasts. On parle de l'entreprise différemment. C'est vraiment une des clés de décryptage de l'entreprise. Alors, je sais pas si c'est trop en dire sur la formation ou faire un teaser. Non, mais vas-y, si tu en dis trop, D'accord. Je couperai au montage, je ferai des bips. Tu sais, comme quand on dit des gros mots dans les... Je vois. dans les interviews. Je te fais confiance, là. Ouais.
Non, mais quand tu parles des 5,5, des 5 axes d'excellence, je dis, ah oui, c'est vrai qu'on peut essayer de départager les choses comme ceci, d'essayer de dire quelle personne est dans telle case. On a un peu une approche lean aussi, hein, en disant le flux global, par où ça passe. Et il faut que nos indicateurs soient placés au bon endroit pour avoir eh bien l'entreprise à 360 degrés dans sa globalité. Tout à fait. Alors en fait, ce que tu dis, je vais en dire plus quand même, c'est pas grave. On est entre nous. Bien sûr. Je pense que voilà, ceux qui écoutent encore sont les meilleurs. Donc en fait, le début de la formation, en fait, je parle des 5 ennemis du manager ou du chef d'entreprise. Bon, c'est une manière de je dirais comment dire, de développer le concept. Et effectivement, je vais pas les citer là quand même, mais voilà, tout chef d'entreprise, tout manager, toute entreprise fait face à ces 5 ennemis. Par exemple, un des ennemis, je vais quand même en citer un, c'est l'auto-justification ou de dire non mais en fait ça c'est normal, ou ah oui mais ça on n'y peut rien. C'est un des exemples des ennemis. Et donc il y en a 5. Et les 5 axes d'excellence, c'est autre chose. C'est l'organisation de toute entreprise qui peut être résumée dans 5 domaines. Et là, à nouveau, on dit, il y a une partie, c'est le développement, il y a une partie, c'est la rétention, ou une partie, c'est l'exploitation, etc. Et ce qu'on dit, c'est que les indicateurs, ils doivent correspondre au domaine, puisque en fait, c'est ce qui décrit l'entreprise. Et puis ensuite, il y a une autre notion qui est de dire, oui, mais qu'est-ce que je mets comme indicateur dans mon tableau de bord? Parce que si je mets tout, il est lisible. Et là, il y a 2 types d'indicateurs qu'on va mettre. Un premier qui sont les indicateurs de performance qui correspondent aux objectifs qu'on doit réaliser. Et un deuxième qui s'appelle, on va appeler ça les indicateurs critiques, qui sont un petit peu la jauge d'huile, la température du moteur, etc. Et ceux-là, en fait, on ne les regarde que quand ils passent au rouge. Mais il faut quand même les avoir sous les yeux. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple dans mon activité qui est une activité logistique. Si mon indicateur de développement, c'est le chiffre d'affaires, mon indicateur de performance, c'est le chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais essayer de faire? De plus en plus de chiffre d'affaires. Et je vais tout le temps regarder ça. Sauf que si en même temps, j'ai pas mis un indicateur sur mon stock, je vais faire exploser mon stock. Parce que les commerciaux vont dire, oui, on va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça, donc on va stocker. Et là, il faut que j'ai une jauge qui fasse bip, 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 qui me dise, attention, t'es à 1,5 million de stock, ça va pas du tout. Tu vois? Donc, c'est ça qu'on explique. Tu vois, j'ai pris la liberté d'en dévoiler plus que ce que tu aurais fait. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ça t'a aidé. C'est-à-dire, j'ai bien compris que ça tombait pile poil pour toi à un moment où tu en avais besoin, mais en fait, ce qui m'intéresse dans le tableau de bord dynamique, c'est de savoir qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement. Alors, ou à ton équipe ou à ton entreprise. Alors, ça va pas terminé de m'apporter des choses. Disons que j'ai pas encore terminé de construire tous les indicateurs que je souhaiterais construire. Et ça m'a apporté la sensibilité sur le fait de rendre l'indicateur non seulement utile pour moi, parce que j'aime bien savoir où on en est, mais surtout utile pour mes collaborateurs et motivant. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce passage-là, où tu te dis, ah oui, c'est vrai que se faire créer des indicateurs pour le plaisir d'en créer, alors autant, je comprends bien qu'on puisse éprouver du plaisir à créer des indicateurs, mais c'est surtout pouvoir les rendre utiles avec ses collaborateurs, pouvoir faire en sorte que sans que je n'ai besoin de retoucher derrière ou d'en rajouter, rien qu'en regardant cet indicateur, ils puissent se motiver en disant ah j'ai fait moins bien qu'hier ou chouette on a dépassé ce qu'on a fait depuis 3 semaines. Ça je trouve ça vraiment important et désormais j'essaye de co-construire ces indicateurs avec eux. Ah ça c'est très bien. Ouais, très bien. Alors ça tu me fais plaisir parce que c'est vraiment un des trucs absolument primordiaux. Tu vois, tu disais j'aime les chiffres. C'est vrai que j'aime les chiffres et que j'aime bien mettre des indicateurs. C'est mon petit hobby. Mais voilà, c'est pas dans le vide. C'est-à-dire qu'en fait, le seul intérêt d'un indicateur, c'est le passage à l'action. Et donc, si tu réussis à déjà impliquer tes collaborateurs dans les indicateurs, ce qui est vraiment c'est très très bien, c'est-à-dire de co-construire avec eux, mais en plus qu'au quotidien,
le fait qu'ils produisent eux-mêmes ces indicateurs, déjà, toi, tu as moins de boulot, c'est eux qui les produisent, et c'est très bien, mais ils se les approprient, et en plus, ils s'auto-motivent. Parce qu'en fait, c'est humain, ça, hein, quand tu mets, je prends un exemple, quand tu mets une barre au milieu d'un graphique, puis que tu dis, bah, quand t'es au-dessus, c'est vert, et quand t'es en dessus, c'est rouge, bah, tout le monde va essayer d'être au-dessus. C'est un peu, je résume un peu, hein, mais ça va être le jeu. Et à partir du moment où ça devient un jeu, ça devient une motivation, et je dirais que tes collaborateurs s'automotivent avec ça. Et ça paraît bébête quand je le dis, mais c'est ultra important. C'est leur quotidien. Ça les éclaire sur leur activité. C'est à travers ça que tu détermines la vision du monde qu'ils doivent avoir, en tout cas la vision de leur job. Oui. Et en fait, c'est la notion de nudge. Le nudge, c'est un petit coup de pouce ou un petit coup de coude que tu donnes à quelqu'un pour faire quelque chose, mais de manière naturelle, c'est-à-dire sans que tu l'obliges à le faire. Douce. Voilà, c'est la manière douce d'obtenir un résultat. Et ça, c'est... Alors, ça va prendre le temps que ça prendra, mais je souhaite vraiment qu'on arrive à ce résultat-là, et, parce que je leur demande en réunion d'équipe de pouvoir présenter à chacun voilà, cette semaine ce qu'on a fait, et sur les 15 prochains jours ce qu'on devrait faire, ou de faire un point mensuel en disant ce mois-ci on a vendu tant, on a réceptionné tant de chantiers, c'est mieux que ce qu'on avait fait l'année dernière, et qu'on puisse facilement déjà se motiver entre nous lorsqu'on est en réunion d'équipe, et puis être fier de présenter des indicateurs sur lesquels on sait que c'est fiable, on sait qu'on les a construits nous-mêmes, et on sait qu'on va dans la bonne direction. Et quand tu as réussi ça, en fait, tu as transformé les tableaux de bord, les indicateurs, tu les as fait passer du statut d'outil de contrôle et de flicage au statut de pourvoyeur d'informations et d'autonomisation des personnes, ce qui est exactement l'inverse. Donc, c'est un levier super, hein, les tableaux de bord. Après, il faut évidemment que ce soit fait avec intelligence, on va dire. Et ça a l'air d'être le cas. C'est gentil. On essaye. Mais ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps, et parfois, c'est vrai que dans le podcast, t'en parles, que toi, tu as mis du temps avant d'arriver à trouver la méthode. Tu fais tes podcasts depuis 2009, mais même avant, t'avais eu des galères. Et faut vraiment être très conscient du temps que ça prend, toutes ces choses-là. Bien sûr, ouais. Non, mais c'est pour ça. Après, les formations, c'est des raccourcis. En fait, c'est ce que je dis. Je sais pas, la formation tableau de bord dynamique, elle doit faire 80 minutes ou 90 minutes, je pense. Ouais. Mais en réalité, c'est un condensé de ce que j'ai appris pendant 22 ans. Enfin, je compte plus, mais voilà. Même avant, parce que moi, j'ai démarré ma carrière comme contrôleur de gestion, donc c'est quasiment depuis le début que je travaille sur le sujet, quand même. Tout à fait. Moi, je l'ai trouvé très dense, hein. Tout ce que j'ai aimé. Je me suis pris des potes, une dizaine de vidéos là-dedans. J'ai pris des notes à chaque fois. Ouais. Donc. Oui, elles sont très courtes, hein, pourtant, les vidéos. C'est vrai. C'est vrai. Ok, bah écoute Florian, est-ce que tu as des choses à ajouter, parce que témoignage très complet et intéressant, je pense, pour les auditeurs. Moi, une chose sur laquelle j'aimerais qu'on évoque, c'est vu que justement ça prend du temps à mettre en place toutes ces choses-là, et t'en as déjà parlé sur plusieurs podcasts, le fait de mettre à jour un journal. C'est vrai que je suis en train de voir l'utilité à cette chose-là. Pour l'instant, j'essaye de me le faire lors de mon rituel hebdomadaire, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine, et essayer de noter des choses. Mais si j'ai bien compris, toi, non seulement tu le fais chaque semaine, mais tu le fais tous les jours. Alors le minimum, c'est une fois par semaine. Ouais. Et c'est vrai que c'est un conseil que je donne vraiment pour se voir avancer. Il faut avoir un petit journal, mais un journal, ça peut être un fichier hein, où tu notes cette semaine j'ai fait ça. En gros, ce que tu disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, de bien, de moins bien, qu'est-ce que j'en tire, et puis qu'est-ce que je vais faire la semaine suivante. Ça peut être sur ce mode-là. Moi, je dirais une fois par semaine, c'est bien. Hein, justement, au cours de ta routine, c'est parfait. Moi, ça m'arrive
Ça dépend. Moi, en général, c'est au moins une fois par semaine. Mais actuellement, je suis plutôt à 2 fois par semaine. Par contre, tu vois, on l'évoquait tout à l'heure, j'ai des idées ou des réflexions qui me viennent et que j'ai pas envie de perdre. Et moi, j'appelle ça des notes. Donc, en fait, je te parlais d'Evernote tout à l'heure. Moi, j'ai 2 systèmes que j'ai testés et que je passe de l'un à l'autre. C'est Evernote et Google Drive. Et j'ai trouvé sur Evernote un truc qui est sympa, ou un truc qui se branche sur Evernote qui s'appelle, je crois que ça s'appelle One Day, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un petit truc que tu as sur ton iPhone ou ton smartphone, et tu peux écrire une note très rapide, c'est-à-dire, tu vois, 3 lignes, et en fait, ça va aller alimenter un document Evernote. Du coup, ça peut être une photo, tu vois, je vais prendre un exemple non professionnel, tu vois un formidable paysage, tu prends en photo, tu as une pensée qui te vient à ce moment-là, tu le notes, et quand tu vas le valider, ça va venir dans ta base de données Evernote. Donc ça, c'est si tu veux faire ça sur Evernote, tu peux à la fois avoir ton système de notes qui peuvent être faits plusieurs fois par jour, et puis une fois par semaine, je dirais ton journal principal. Mais tu peux faire strictement la même chose avec Google, avec le Drive. Dans le Drive, tout bêtement, tu ouvres un fichier doc et puis t'écris dedans chaque semaine avec une date et puis ce que tu as à dire. Et pour les choses qui te viennent, j'irai ponctuellement dans la journée, etc., tu t'envoies un mail à toi-même. Et moi, j'étais un peu plus loin parce que ça m'intéressait de voir comment ça marchait. Tu peux utiliser Zapier, qui est un logiciel en fait qui permet de faire communiquer entre eux différents logiciels. Oui. Et donc moi j'ai une routine Zapier qui regarde mes mails et quand le mail il est par exemple marqué dièse ID par exemple, il va enlever le mail de mes mails, comme ça j'aurai pas à le traiter et automatiquement il va aller le mettre dans un répertoire ID sous forme de fichier doc. Voilà. Bon, je dirais vraiment l'idée c'est pas l'outil, l'idée c'est le principe. L'idée c'est effectivement de dire ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le système GTD et dans tous les systèmes d'organisation personnelle et donc même dans le système SOR, ce qui est important, c'est que tu aies un moyen d'attraper tes idées au moment où elles te viennent et qu'après elles aillent quelque part que tu pourras ressortir quand elles seront utiles. S'il faut pas, c'est avoir des choses qui te viennent en tête puis d'essayer de les garder dans ta tête en permanence pour pas oublier, etc. Parce que c'est le meilleur moyen de pas être concentré sur ce que tu fais au moment où tu le fais et puis c'est le meilleur moyen d'oublier en fait tes bonnes idées. Donc tu vois, c'est ça le principe. Premier principe, c'est ça, de pouvoir rattraper au fur et à mesure les idées qui te viennent, mais après d'avoir un moment de réflexion en te disant non, cette idée elle est sûrement bonne, mais en ce moment je ne veux pas la mettre en place parce qu'elle ne fait pas partie de mes objectifs. Et c'est là que le journal est important. C'est que ton journal, il te permet en permanence, c'est-à-dire une fois par semaine ou plus, de te dire mais est-ce que je suis bien en train d'avancer sur ce qui est important pour moi en ce moment. Parce qu'on peut pas avancer sur 50 idées en même temps. Et j'ai une formation là-dessus qui s'appelle Système de progression réaliste, SPR, qui est un peu le compagnon de SOR dont on parlait tout à l'heure, qui sert uniquement à limiter, et il y a une méthode pour ça, à limiter les choses auxquelles tu te consacres. Parce que les gens qui réussissent, tous les gens que je connais qui réussissent, ils ont tous la même caractéristique, c'est qu'ils ont travaillé plus intensément, plus fréquemment et plus longtemps que les autres sur le sujet où ils ont réussi. Et ça, on peut pas le faire sur 50 sujets à la fois, donc faut choisir ces sujets. Et donc, collecter ces pensées, ça sert à pas les oublier, mais ça sert aussi à se dire, non, mais ça, c'est sûrement bien, mais je vais pas le faire maintenant, parce que j'ai des choses plus urgentes ou plus importantes à faire en ce moment. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Tu y as répondu. J'irai un chouïa plus loin. C'est quelles sont les questions que tu te poses à ces moments-là ? Est-ce que parce que tu te fais des routines
moi, je me pose 4 questions bon, à chaque fois. Et toi, est-ce que c'est toujours les mêmes questions que tu te reposes ou Ben, en fait, il y a la question que je me pose systématiquement et à chaque fois, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ou qu'est-ce que je suis en train de faire qui contribue aux objectifs que je me suis fixés. Première chose, donc sur quoi j'ai avancé en gros, parce que j'appelle ça la partie bilan. Ensuite, je revalide mes objectifs, ou plutôt je me les remets en tête. Je me suis bien dit que ce qui était important en ce moment, c'était ça, parce que moi j'ai un esprit plutôt créatif et pas très organisé. Et ma tendance, c'est de toujours vouloir ajouter des choses. Et je dois lutter contre cette tendance parce que c'est ce qui m'empêche d'avancer. En fait. Et la question d'après, c'est qu'est-ce que je fais la semaine prochaine ou qu'est-ce que je fais à partir de maintenant, si c'est en cours de semaine. Et donc ensuite, c'est ce moment-là que je vais choisir pour construire mon agenda avec le principe des routines, etc. Tu vois, là, je vais prendre mon agenda, je te le fais en direct. Je sais que là, aujourd'hui, on est le 11 février. La semaine prochaine, donc c'est la semaine du 15 au 19, je sais que je vais démarrer mon lundi par écrire les mails qui seront publiés la semaine suivante. Donc ça, c'est déjà bloqué dans mon agenda, mais j'ai le droit de le déplacer. D'ailleurs, je vois qu'en fait, je pourrais pas le faire à l'heure que j'ai indiqué chaque semaine. Je vais devoir le déplacer puisque j'ai un appel avec un de mes personnes, mes mentors au même moment. Donc forcément, la priorité c'est au mentor. Mais comme mon agenda est déjà construit, je sais exactement comment je vais se déplacer ce bloc de temps. Et ça fait que je suis sûr de faire cette routine qui est absolument primordiale pour mon business. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un rendez-vous téléphonique avec un partenaire potentiel. Bon, ça c'est du classique. Ensuite, j'ai une partie création. Donc la partie création, c'est soit une formation, soit un article, etc. Ensuite, j'ai mis un avec mes... Tu vois, tout ça, c'est dans mon agenda. C'est-à-dire que ma semaine, alors qu'on est, je dirais, 4 jours avant le début de la prochaine semaine, eh bien, mon agenda, il est déjà rempli. Et d'ailleurs, il est jamais rempli à plus, en tout cas sur des choses récurrentes, à plus de 50%. Parce qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte que si je remplissais à plus de 50%, je me sentais pas bien. Là, il est à plus, puisque j'ai déjà mis des choses en plus, mais qui sont pas des choses récurrentes. Oui, donc, tu vois, la question que je me pose quand je fais ma routine, c'est comment s'est passée la semaine? Est-ce que je suis toujours bien dans mes objectifs? Et j'en profite pour me souvenir de mes objectifs. Et qu'est-ce que je vais faire la semaine suivante? Ça, c'est la première partie. Et puis après, je note aussi des réflexions. Parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que je pensais à tel moment de telle chose. Et quand je vais relire mes réflexions, peut-être ça va m'éclairer. En tout cas, moi, je réfléchis en écrivant. Ouais. Ok, oui, effectivement. C'est quoi, toi, les 4 questions que tu te poses? C'est intéressant. Je me pose quelles ont été les choses réalisées cette semaine dont je suis fier. Les 3 choses à améliorer la semaine prochaine. Est-ce que j'ai appris quelque chose cette semaine? Et 3 choses, des choses diverses, cool, qui se sont passées. Voilà. Des petites choses comme ça. Moi, tu vois, c'est assez proche. J'essaie de garder ce thème-là. Du coup, je me suis mis en place la revue hebdomadaire sur Evernote, justement. Je suis la routine. Vider l'inbox, vider les mails, trier les listes de tâches. Oui, alors ça c'est autre chose. Ça, c'est des routines de fonctionnement. C'est pas tout. Tu vois, t'as plusieurs types de créneaux que tu réserves dans ton agenda. T'as évidemment tes rendez-vous avec d'autres personnes. C'est quand même... En général, on s'arrête là dans un agenda. Mais moi, j'ajoute les rendez-vous avec toi-même. Et dans les rendez-vous avec toi-même, t'as ceux qui te permettent de te rapprocher de tes objectifs. Et puis, t'as ceux qui te permettent de maintenir ton système, je dirais, en ordre de marche. Et en particulier, de vider ta boîte mail, de trier tes tâches, etc., etc. C'est un équilibre, en fait. Hein. Tout à fait, il faut le revoir toutes les semaines. Oui, parce que c'est comme tout, c'est comme ton corps, il faut le faire fonctionner régulièrement, c'est comme ta voiture, il faut la mettre régulièrement à l'entretien, ton système d'organisation, c'est la même chose. Mais voilà, il faut que ce soit rapide, faut pas, c'est pour ça que moi, tu vois, par exemple, GTD, j'adhère pas, c'est trop compliqué. J'ai pas un esprit,
Et c'est très très souvent ce qu'on me dit. Souvent, j'ai des gens qui prennent le système d'organisation réaliste après avoir échoué plusieurs fois sur GTD. Et presque, ça leur permet de mieux comprendre GTD. En fait, c'est ça qui est curieux. Ça leur permet de plus appliqué. De faire un mix entre. C'est plus appliqué en entreprise et finalement, c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Donc. Ouais. Et puis surtout, voilà, moi, le système que je mets en avant, ce que je mets en avant dans le système, c'est surtout que la vie, elle a des hauts et des bas, et en entreprise aussi, et que si ton système est trop rigide, il résistera pas, il explosera en vol. Alors qu'avec le système SOR, il y a c'est prévu dans la formation. Voilà, ce qu'on appelle le mode survie, c'est un peu comme un voilier quand il est, quand il y a pas de vague et que t'as un vent fort derrière qui te pousse, bah tu sors tout ton système et puis tu vas aller très très vite. Et par contre, quand t'as une tempête et que ça secoue et que c'est plus toi qui es en maîtrise, bah tu gardes le minimum de voile et c'est ce que j'appelle le mode survie. Et le système d'organisation réaliste, c'est exactement ça. Tu perds jamais ton cap. Par moment, tu avances un peu moins vite, mais le système, il est fait pour ça. Il est fait pour te permettre d'avancer moins vite en prenant en compte l'extérieur et sans perdre ton cap. Moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent les gens très organisés, en fait, ils sont tellement organisés, ils ont un système tellement contraignant qu'ils sont complètement rigides et qu'en fait, ils sont plus en contact avec le monde extérieur. Et ça, c'est embêtant. Parce que soit, ils vont se détacher du réel et c'est embêtant, ou soit ils vont exploser. Parce qu'en fait, le réel va se rappeler à eux et leur système va exploser. Je le dis en connaissance de cause, hein, c'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai fini par créer un système plus simple. Proche de l'explosion, je comprends. Et, oui, d'ailleurs, c'est l'un des pièges les plus, sur lequel j'essaye d'être le plus vigilant, parce que je l'ai senti, moi, que fin d'année, j'étais au-delà de mes capacités, de ce que je pouvais maintenir sur le long terme. Surtout, après, on regarde le chemin parcouru, et ça, c'est important, cet élément-là, et faire attention. Attention au burn-out. Ouais. Attention. Et je le dis d'autant plus que souvent les personnes les plus qui ont le plus de risques de passer en burn-out, je parle pas de harcèlement ou de choses externes, mais souvent le burn-out, en fait, on se le crée nous-mêmes. Ce sont les personnes les plus ambitieuses. Et en fait, c'est important d'avoir un système, et c'est d'ailleurs le système dont je parlais tout à l'heure, un système de progression réaliste, il est basé là-dessus. Il est basé sur la limitation de tes objectifs, du temps que tu vas y passer, et il t'oblige à travailler plutôt ta constance que ton volume et ton intensité. Et c'est comme ça que tu vas réussir à progresser aussi vite que quelqu'un qui est à la limite du burn-out, sauf que toi, tu seras pas en burn-out. Oui. Non, mais c'est vraiment important parce que c'est une des maladies et c'est pas que lié à l'entreprise, c'est lié au fait qu'on peut travailler de n'importe où, que tout s'accélère, qu'on veut tout faire en même temps parce que soi-disant on est multitâche, ce qui est faux. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui concourent à cette maladie, hein, qui est réelle et qui est répandue. Oui. Et un autre truc justement pour les managers qui débutent, c'est de se faire happer par son équipe avec c'est de la fameuse délégation inversée. Et ça, je me suis vraiment aperçu en fin d'année en disant aïe, tu fais le boulot de tes collaborateurs là. Il faut changer. Et c'est pour ça que cette routine de marquer ce qui se passe chaque semaine permet de se dire mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Où est-ce que depuis quand ça dérive? Et puis quand tu fais le travail de tes collaborateurs, déjà tu te rends pas service parce que c'est la voie royale pour aller au burn-out. Donc parce que tu deviens l'esclave de ton équipe, mais elle aussi devient esclave de toi puisqu'elle dépend de toi pour tout. Et finalement, tu leur rends pas service non plus et ils te quitteront pour ça. Donc je veux dire, c'est toujours une erreur. Et la clé, il y a ce que tu dis, mais c'est pas la plus grande clé. La clé la plus importante, c'est la délégation. C'est qu'en tant que manager, tu dois être obsédé par la délégation. Tu dois essayer en permanence, ton but ultime et permanent, c'est de déléguer. La formation de manager essentiel, c'est la dernière partie qui parle de la délégation et du coaching, mais c'est la partie la plus importante. Mais il faut passer par les étapes d'organisation personnelle avant, de mise en place du management,
de création de la confiance, de feedback pour pouvoir enfin déléguer. Quand tu commences par la délégation, souvent ça se passe pas bien. Et souvent tu fais de la délégation inversée. C'est-à-dire que si t'as pas franchi correctement les étapes du début, si t'as été obligé de déléguer rapidement, ce qui va se passer, c'est que ta délégation va être partielle, et en fait, tu vas faire des allers-retours. C'est-à-dire, tu vas déléguer, tu vas reprendre, tu vas déléguer, tu vas reprendre. Et ce qu'on apprend dans le manager essentiel, dans la dernière partie, c'est que la délégation, c'est comme un train qui avance et qui doit jamais reculer. C'est-à-dire que l'image que je prends, c'est que tu as des étapes pour déléguer A, B, C, D, E, F, G, H, c'est les gares. Et quand tu as franchi la gare C, eh ben la barrière, elle se ferme derrière. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de repartir en arrière. C'est interdit de repartir en arrière. Mais voilà, mais c'est dur. Et donc, pour s'y tenir, il faut intégrer ton collaborateur dans la démarche. C'est-à-dire que lui aussi ait le droit de te dire non mais là t'es en train de reprendre le truc, tu vois. Oui, c'est vrai ça. Mais oui, le péril de manager ambitieux, le danger, c'est le burn-out. Ou voilà, passer à côté de ta vie perso, privée, etc. Donc pour ça, hein, quand je parle des outils que je mets en place, je dis toujours, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous donne, c'est pas pour travailler plus, c'est au contraire pour travailler moins. Exactement, ça c'est un des objectifs qu'il faut que je me mette en place cette année, sinon je vais me faire engueuler à force. Bon après, on sait bien, hein, 35 heures quelquefois, c'est difficile. Non. Mais voilà, il y a de la marge, hein. Il y a un des podcasts là qui est pas encore publié au moment où on se parle, que j'ai terminé la semaine dernière, avec une personne quand même qui est passée du statut de salarié 80 heures par semaine, au bord du burn-out, au statut de chef d'entreprise 40 à 45 heures par semaine quand même. C'est pas mal. Ouais, mais c'est un sacré changement. Ouais. Impressionnant. Et il produit plus. Donc c'est génial. Alors, en conclusion, ce que à moins que tu aies d'autres questions. Non, j'ai pas d'autres questions. J'ai vu ce que c'était dit. J'aurais plus, enfin, au niveau de mes conclusions, ce serait plutôt sur l'importance de prendre le temps d'essayer, de se tromper, de recommencer, de réessayer, de se tromper, de recommencer, et de le noter. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai eu cette prise de conscience récemment sur le fait de pouvoir se retourner et dire qu'est-ce que j'ai fait et où est-ce qu'on en est, et de se remobiliser en disant le cap il est là-bas et on se remet tous, on se réaligne. Ça c'est hyper important, et le système au global permet d'avoir cette cohérence. L'objectif final, c'est travailler sur mon équipe. Tout à fait. En fait, t'es plus le seul à produire. Exactement. Et ton job, c'est de créer une équipe qui va produire plus que toi. Et plus que chaque individu, voilà. C'est 1 + 1 = 3. Voilà, c'est ça. Et tes projets pour la suite, peut-être? Mes projets pour la suite, j'ai déjà beaucoup de choses à apprendre, encore. Je suis encore une fois très content de pouvoir initier une démarche Lean dans mes équipes, et ça c'est vraiment quelque chose que j'attends avec une impatience terrible. Et c'est vraiment ce sur quoi je veux arriver à travailler pour mieux me rendre compte de toutes ces démarches-là, de mieux comprendre le système global de l'entreprise, les flux, l'amélioration de ces choses-là, et arriver à faire ce qu'on dit, le déclic au sein des équipes, en disant si on travaille de cette manière-là, on y arrivera mieux, on ira plus vite, et du coup on pourra plus déléguer, ou on pourra justement éliminer les fameuses balles que tu décrivais dans tes podcasts, en disant si je vous donne une balle de basket quand vous avez une bassine avec des balles de foot ou des balles de golf, qu'est-ce qu'il faut faire? Et arriver à éliminer toutes les balles de golf, garder que les principales, et avoir le plus de balles de basket possible. Bah oui. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite.
et à tes équipes et à ton entreprise. Hein. C'est que vous avanciez vers ça. Je te remercie infiniment pour ton témoignage et puis pour le moment qu'on a passé ensemble. C'est moi qui te remercie vraiment parce que sans toi, le démarrage de ce nouveau poste n'aurait pas été le même du tout. Wow. Bon, je suis content d'avoir contribué. C'est super. Et puis j'espère que je continuerai à t'inspirer pour la suite. En tout cas, que tu réussiras tes objectifs. Si jamais on veut continuer la conversation, tous les podcasts sont référencés sur le forum. Donc si vous voulez discuter avec Florian, rendez-vous sur le forum. Voilà. À bientôt et encore merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment 2 choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outils-du-manager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.